Je vais vous résumer ce livre, Le signe noir, la puissance de l'imprévisible, de Nassim Nicolas Taleb, et on peut lire en quatrième de couverture quel est le point commun entre l'invention de la roue, Pompéi, le krach boursier de 1987, Harry Potter et Internet. Pourquoi ne devrait jamais-on lire un journal ni courir pour attraper un train? Que peuvent nous apprendre les amants de Catherine de Russie sur les probabilités? Pourquoi les prévisionnistes sont-ils pratiquement tous des arnaqueurs? Ce livre révèle tous des signes noirs, ces événements aléatoires hautement improbables qui jalonnent notre vie. Ils ont un impact énorme, sont presque impossibles à prévoir, et pourtant, a posteriori, nous essayons toujours de leur trouver une explication rationnelle. C'est une édition de novembre 2011, sachant que la première version du livre est sortie en 2007. Il comprend plus de 600 pages et on va voir dans la table des matières, avec une première partie sur comment nous recherchons la validation de notre savoir. En deuxième partie, on va découvrir que les prévisions sont tout bonnement impossibles. Et en troisième partie, on va aborder deux notions qui sont chères à l'auteur, à savoir l'extrémistan, ce monde hypothétique mais en partie réel où tout peut prendre des proportions énormes, et aussi le médiocristan, où là on est plus sur des choses qui évoluent doucement, très peu de surprises. Et quatrième partie, où on aura plutôt des conseils sur comment s'adapter à tout ça. Et je n'aborderai pas l'essai sur la force et la fragilité, sachant que ça a donné lieu à un autre livre qui s'appelle Antifragile, qu'on verra dans une autre vidéo. Nassim Nicolas Taleb, un ancien trader, est essayiste, philosophe, statisticien et épistémologue. On se rappelle que l'épistémologie, c'est d'abord l'étude de la connaissance scientifique. Donc ce livre est un essai. Il va exposer une idée originale. Dans le prologue, on aborde ce signe noir. Avant sa découverte, on était convaincu que tous les signes, sans exception, étaient blancs. Croyance d'autant plus inattaquable qu'elle semblait entièrement confirmée par des preuves empiriques. Et puis un jour, on a vu un signe noir. D'ailleurs, quelques jours après avoir lu ce livre, j'ai moi-même vu un signe noir dans les marais, et qui n'était pas si anachronique que ça, puisque ça n'avait pas l'air de déranger les signes blancs dits normaux. En tout cas, cette histoire de signe noir nous montre que par notre apprentissage par l'observation, où l'expérience est sérieusement limitée, et notre savoir bien fragile, eh bien, une seule observation est capable d'invalider une affirmation générale entérinée des millions de fois. Et ce que nous appelons ici signe noir est un événement qui présente les trois caractéristiques suivantes. Il s'agit d'une aberration. De fait, il se situe en dehors du cadre de nos attentes ordinaires, car rien dans le passé n'indique de façon convaincante qu'il y a des chances qu'il se produise. En deuxième, son impact est extrêmement fort. Et enfin, en dépit de son statut d'aberration, notre nature humaine nous pousse à élaborer après coup des explications concernant sa survenue, le rendant ainsi explicable et prévisible. Et ajouter à ce phénomène le fait que nous avons tendance à nous comporter comme s'il n'existait pas. Dans la logique du signe noir, ce qu'on ne sait pas compte beaucoup plus que ce que l'on sait. Et ce n'est pas l'ampleur de nos erreurs de prévision qui est surprenante, mais l'inconscience que nous en avons. Combiner un inconscient généralisé de la situation, notre inaptitude à la prévision dans des contextes soumis au signe noir conduit certains professionnels à se prendre pour des experts alors qu'ils ne le sont pas. Si l'on se base sur leurs résultats, ils n'en savent pas plus sur le sujet que le commun des mortels, mais ils sont beaucoup plus doués pour inventer des histoires. Ou pire, pour nous enfumer avec des modèles mathématiques complexes. D'ores et déjà, il nous dit que les signes noirs étant imprédictibles, nous devons nous adapter à leur existence. Il serait bien d'apprendre à apprendre. Un autre obstacle lié à l'être humain provient d'une focalisation excessive sur ce qu'il sait. Nous avons tendance à apprendre le particulier et non le général. Le problème réside dans notre structure mentale. Nous n'apprenons pas les règles, mais seulement et uniquement les faits. Et il faudrait tenir compte du fait que réfléchir prend du temps et généralement une grande dépense d'énergie. Il est prouvé que nous réfléchissons beaucoup moins que nous le croyons, sauf bien sûr quand nous y réfléchissons. Il y a deux façons d'appréhender les phénomènes. Premièrement, exclure l'extraordinaire et se concentrer sur le normal. On laisse de côté les aberrations et on étudie les cas ordinaires. Et deuxièmement, considérer que pour comprendre un phénomène, il faut commencer par prendre en compte les extrêmes. De fait, ce qui est normal est rarement déterminant. Il nous parle assez souvent de platonicité, notre tendance à confondre la carte avec le territoire,
et à nous concentrer sur des formes pures et clairement définies. Ce qui nous fait croire que nous comprenons plus de choses que c'est le cas réellement. Il va être intéressant de se focaliser sur ce qui a un sens pour nous. L'auteur affirme que notre monde est dominé par l'extrême, l'inconnu et le très improbable, en tout cas selon notre connaissance actuelle. Et pendant ce temps, nous ne cessons de nous livrer à des bavardages inutiles et de nous focaliser sur le connu et le répéter. Et en dépit de notre évolution et de l'accroissement de notre savoir, l'avenir sera de moins en moins prédictible, alors que la nature humaine, comme les sciences sociales, semblent conspirer à nous dissimuler cette idée. Nous voici dans la première partie comment nous recherchons la validation de notre savoir. Il nous dit que les livres que l'on a lus comptent beaucoup moins que ceux que l'on n'a pas lus, parce que nous prenons un peu trop au sérieux ce que nous savons. Puis il nous dit que l'histoire est opaque, on voit le déroulement des événements, non le script qui les produit, le générateur de l'histoire. L'esprit humain qui entre en contact avec l'histoire souffre des 3 maux suivants, qu'il appelle le triplet de l'opacité. Premièrement, l'illusion de comprendre, ou comment chacun croit qu'il sait ce qui se passe dans le monde, alors qu'il est complexe ou aléatoire, beaucoup plus qu'il n'en a conscience. Deuxièmement, la déformation rétrospective, ou comment on peut évaluer les choses qu'après qu'elles se soient produites, comme si on les voyait dans un rétroviseur. Et enfin, la surestimation des informations factuelles, et le handicap que représentent les figures d'autorité et les personnes instruites. En fait, personne ne sait ce qui se passe. Le premier terme de ce triplet réside dans la croyance maladive que le monde dans lequel nous vivons est plus facilement compréhensible et explicable, donc plus prédictible qu'il ne l'est réellement. On est amené à comprendre que l'histoire ne rampe pas, elle fait des sauts. On constate bien que l'histoire et les sociétés vont de fracture en fracture. Il nous met en garde aussi contre les regroupements. En effet, la catégorisation conduit toujours à minimiser la complexité réelle des choses. Ce que j'appelle aussi, moi, les étiquettes. Tellement plus facile de mettre une étiquette sur quelqu'un ou sur un sujet et de passer à la chose suivante en se disant qu'on n'a plus besoin d'y réfléchir. Et nous voilà arrivés dans cette notion de médiocristan. Dans cette province utopique du médiocristan, chaque événement ne représente pas grand-chose pris individuellement, seulement collectivement. Il énonce comme suit la loi suprême du médiocristan. Quand l'échantillon est large, aucun élément ne peut modifier de manière significative l'agrégat ou le tout. Même s'il reste impressionnant, le phénomène observé le plus important sera finalement insignifiant par rapport au tout. Il prend un exemple. Si on consomme par exemple 800 000 calories par an, il n'y a pas un seul repas qui pourrait représenter une part importante de ce nombre, même le repas de Noël. Et puis nous voici à l'extrémistan. Il nous prend l'exemple de la richesse. Si on regarde par comparaison la valeur nette de 1000 personnes choisies au hasard, et si on ajoute à ce groupe la personne la plus riche que l'on pourrait trouver sur la planète, en supposant que sa valeur nette avoisine les 80 milliards de dollars, tandis que le capital total des autres tourne autour de quelques millions, quelle part de la richesse totale représente-t-il selon vous ? Eh bien 99,9%. De fait, et là c'est triste à voir comme ça, tous les autres ne représenteraient qu'une simple erreur d'arrondi de sa valeur nette. En extrémistan, les inégalités sont telles qu'un seul et unique phénomène observé peut avoir un impact disproportionné sur le tout. Dit autrement, le médiocristan est le lieu où l'on doit subir la tyrannie du collectif, du routinier, de l'évident et du prévu, et l'extrémistan, celui où l'on est soumis à la tyrannie du singulier, de l'accident, de l'inédit et de l'imprévu. On a dans le livre ce tableau qui va lister ce qui est côté médiocristan et côté extrémistan. C'est en quelque sorte un résumé des différents points abordés précédemment. Il nous dit que confondre la colonne de gauche avec celle de droite peut avoir des conséquences désastreuses ou extrêmement heureuses. Chapitre 4, 1001 jours, comment ne pas être dupe. Et il nous prend l'exemple de la dinde. Pour illustrer cette question, comment pouvons-nous logiquement, à partir d'exemples spécifiques, aboutir à des conclusions générales ? Donc prenons une dinde que l'on nourrit tous les jours. Chaque apport de nourriture va la renforcer dans sa croyance que la règle générale de la vie est d'être nourrie quotidiennement par de sympathiques membres de la race humaine, soucieux de son intérêt, bien sûr, et comme il rajoute, comme le disent les hommes politiques. Seulement voilà, le mercredi après-midi précédent Noël, quelque chose d'inattendu va arriver à la dinde, qui va l'amener à réviser ses croyances, enfin elle n'aura pas beaucoup de temps pour le faire. Donc les enseignements d'un processus sur 1000 jours ne nous apprend rien sur ce qui va arriver après. Cette projection naïve de l'avenir, en se basant sur le passé, peut s'appliquer à tout. Et donc on peut créer des signes noirs avec les connaissances.
en assurant aux gens qu'il est impossible qu'ils se produisent. C'est ainsi que la connaissance transforme des citoyens moyens en dupes. Et voilà, nous voulons vivre au médiocristan. Il est extrêmement commode pour nous de penser que nous y vivons d'ailleurs, parce que cela nous permet d'exclure les surprises de type signe noir. Le problème n'existe pas ou n'a pas grande importance. Cependant, nous ne vivons pas au médiocristan, et le signe noir nécessite une autre mentalité. D'ailleurs, notre cécité face au signe noir soulève d'autres problèmes. Déjà, l'erreur de confirmation. Nous nous focalisons sur des segments présélectionnés de ce que nous voyons et les généralisons à ce que nous ne voyons pas. Nous avons aussi l'erreur de narration, et aussi la nature humaine n'est pas programmée pour les signes noirs. Nous faisons comme s'ils n'existaient pas. Nous avons aussi le problème de Diagoras. Ce que nous voyons ne reflète pas nécessairement toute la réalité. Et enfin, nous avons des œillères. Chapitre 5, confirmation mon œil. Notre système de déduction, celui que nous utilisons dans la vie quotidienne, n'est pas adapté à un environnement complexe, dans lequel une déclaration subit un changement significatif quand on modifie légèrement sa formulation. Par exemple, tous les titis sont des totos. Vous avez vu un toto, est-ce un titi? Dans les années 60, en proie à l'arrogance scientifique qui avait cours alors, les médecins n'avaient que de dédain pour le lait maternel, qu'ils considéraient comme primitif. Comme s'il pouvait être reproduit par leur laboratoire sans réaliser que cela pouvait contenir des composants utiles qui avaient pu échapper à leur compréhension scientifique. C'est juste une simple confusion entre absence de preuve des avantages du lait maternel et preuve de l'absence de ces mêmes avantages. Voilà un bon exemple pour comprendre comment on se trompe encore aujourd'hui sur beaucoup de sujets connexes. Et sur ce sujet des preuves, il nous dit que par un mécanisme mental qu'il appelle empirisme naïf, nous avons naturellement tendance à rechercher les exemples qui confirment notre histoire et notre vision du monde. Ils sont toujours faciles à trouver. Et d'ailleurs, les scientifiques cognitifs ont étudié notre tendance naturelle à rechercher uniquement la corroboration, ce que l'on appelle le biais de confirmation. Un petit retour au médiocristan, nous n'avons peut-être pas appris les choses correctement de nos ancêtres. L'auteur émet l'hypothèse que nous avons probablement hérité les instincts qui nous permettent de survivre dans la région des Grands Lacs d'Afrique orientale, d'où nous serions issus. Mais ces instincts ne sont certainement pas adaptés à l'environnement postérieur à l'alphabétisation d'aujourd'hui, un environnement extrêmement informationnel et statistiquement complexe. En outre, les sources de signes noirs se sont aujourd'hui multipliées à un point tel qu'il est devenu impossible de les mesurer. Il est clair par exemple que les événements météorologiques et géodésiques, que ce soit des tornades ou des tremblements de terre, n'ont pas beaucoup changé au cours du dernier millénaire. Ce qui a changé, ce sont leurs conséquences socio-économiques. Aujourd'hui, un tremblement de terre ou un ouragan entraîne nécessairement des conséquences économiques de plus en plus graves, et ce à cause des imbrications qui existent entre les entités économiques et l'intensification des effets de réseau. Chapitre 6, l'erreur de narration. Nous aimons résumer et simplifier, c'est-à-dire réduire la dimension des choses. L'erreur de narration est liée à notre propension à la surinterprétation et au fait que nous préférons les histoires compactes aux vérités brutes. En conséquence, elle déforme considérablement notre représentation mentale du monde et est particulièrement grave quand il s'agit d'événements rares. L'erreur de narration concerne notre quasi-incapacité à observer des suites d'événements sans leur attribuer une explication. Ou, ce qui revient au même, sans leur attribuer coûte que coûte un lien logique. Les explications permettent de lier les faits. Elles les rendent d'autant plus mémorables. Elles permettent de leur donner plus de sens. Là où cette propension peut être préjudiciable, c'est lorsqu'elle augmente notre impression de comprendre les choses. Donc essayons de faire réellement preuve de scepticisme par rapport à nos interprétations. Le seul souci, c'est que l'on risque d'être épuisé en un rien de temps. Une fois de plus, il est plus facile et plus rapide de catégoriser, de mettre des étiquettes. Donc le conseil qu'il nous donne, la prochaine fois que l'on vous demande de parler des événements mondiaux, plaidez l'ignorance et avancez les arguments que je propose dans ce chapitre et qui jettent le doute sur la visibilité de la cause immédiate. Car pour tout arranger, nous avons aussi l'attrait du spectaculaire. Des chercheurs ont réparti nos activités en un mode de pensée double, dont ils qualifient les deux membres de système 1 et système 2, ou encore d'expérientiel ou de cogitatif. Le système 1 est un système expérientiel, facile, automatique, rapide, opaque. Nous ne savons pas que nous l'utilisons. Il se déroule en parallèle et peut être sujet à l'erreur. C'est aussi ce que nous appelons l'intuition. Et nous avons aussi le système 2, le système cogitatif,
ce que nous appelons normalement la réflexion. C'est celui dont on se sert dans une salle de classe car il est laborieux, raisonné, lent, logique, séquentiel, progressif et conscient de lui-même. Dit autrement, je peux suivre les étapes de mon raisonnement. Il s'avère qu'il commet moins d'erreurs que le système expérientiel, et comme on sait comment on est arrivé à son résultat, on peut revenir sur les étapes et les corriger de manière adaptative. La plupart de nos erreurs de raisonnement viennent que nous utilisons le système 1 alors que nous pensons utiliser le système 2. Pourquoi ? Eh bien, comme nous réagissons sans réfléchir ni faire preuve d'introspection, la principale caractéristique du système 1 est que nous n'avons pas conscience de l'utiliser. Et aussi, il nous dit que les émotions seraient les armes employées par le système 1 pour nous diriger et nous forcer à agir rapidement. Un des gros ennuis avec la nature humaine réside dans son incapacité à utiliser une bonne partie du système 2 ou à en faire une utilisation prolongée sans avoir à prendre de longues vacances à la plage. Alors comment éviter l'erreur de narration ? Eh bien en fait, il faudrait privilégier l'expérimentation par rapport au récit, l'expérience par rapport à l'histoire et la connaissance clinique par rapport aux théories. Il y a aussi le sujet des non-linéarités. Les relations non linéaires sont omniprésentes dans la vie, mais on ne s'intéresse qu'aux relations linéaires dans les salles de classe et dans les livres parce qu'elles sont plus faciles à comprendre. Et pourtant, il serait bien de comprendre que le processus importe plus que le résultat. Mais comme d'habitude, nous privilégions le spectaculaire et l'extrêmement visible. Il résume ce chapitre en disant être saigné ou sauter, telle est l'alternative. En fait, il y a deux catégories de personnes. Celles pareilles à la dinde, exposées à leur insu à une exposition majeure, et celles qui jouent à l'inverse de la dinde en se préparant à des événements importants qui pourraient surprendre les autres. Alors voici un résumé de la première partie. Le superficiel émerge naturellement. Nous nous inquiétons des signes noirs qui se sont produits, non de ceux qui pourraient arriver, mais qui ne sont pas encore arrivés. C'est pour cela que nous platonifions au point de devenir aveugles à la réalité. Nous aimons la confirmation, ce qui est tangible, réel, etc. La version actuelle de la race humaine n'est pas conçue pour comprendre les sujets abstraits. Nous avons besoin d'un contexte. Et le hasard et l'incertitude sont des abstractions. Si vous souhaitez faire un pas vers une forme de vie plus élevée, il nous suggère de laisser tomber la narration, c'est-à-dire d'éteindre le poste de télévision, de réduire au maximum le temps que l'on passe à lire les journaux et de ne pas lire les blogs, qu'on peut bien sûr extrapoler à tous nos systèmes d'information présents aujourd'hui qui nous polluent la tête. Et s'isoler ainsi de la toxicité du monde aura un autre avantage, celui d'accroître notre bien-être. Deuxième partie, les prévisions sont tout bonnement impossibles. Il nous dit que le monde est beaucoup plus compliqué que nous le pensons, ce qui n'est pas un problème, excepté quand la plupart d'entre nous ne le savent pas. Il est scandaleux qu'en dépit des statistiques, nous continuons à faire des pronostics pour l'avenir, comme si nous étions doués pour cela, au moyen d'outils et de méthodes qui excluent les événements rares. Chapitre 10. Le scandale des prévisions. On va examiner maintenant l'arrogance épistémique, littéralement l'orgueil dont nous faisons preuve concernant les limitations de notre connaissance. Dans une étude, ils ont demandé à un groupe de personnes de donner une plage de valeurs possibles fixée de telle manière qu'elles pensent avoir 98% de chances d'avoir raison, et donc moins de 2% de chances d'avoir tort. Par exemple, combien Catherine II de Russie a eu d'amants ? Eh bien, pour la population testée, le taux d'erreur avoisinait les 45%, signe qu'ils ont surestimé leurs connaissances. Différence entre deviner et prévoir. Il n'y a pas vraiment de différence entre le fait de deviner une variable, qui n'est pas aléatoire, mais sur laquelle on dispose d'informations partielles insuffisantes, telles que le nombre d'amants, et le fait de prévoir une variable aléatoire, comme le taux de chômage demain ou la situation de la bourse l'année prochaine. Deviner ce que l'on ne sait pas, mais que quelqu'un d'autre pourrait savoir, et prévoir ce qui ne s'est pas encore produit reviennent au même. Et on en arrive à dire que l'information nuit à la connaissance. En effet, nos idées sont collantes. Quand nous avons élaboré une théorie, il y a peu de chances que nous changions d'avis. Et n'oublions pas que nous sommes influencés par le spectaculaire. Écouter les nouvelles à la radio toutes les heures est bien pire que lire un hebdomadaire, parce que dans ce dernier cas, le recul par rapport à l'information permet de la filtrer quelque peu. On va parler maintenant du problème de l'expert ou la tragédie du costume vide. Il nous dit que rien ne ressemble plus à un fraudeur qu'à un expert. En fait, les experts sont des gens hyper spécialisés qui éprouvent le besoin d'avoir des œillères. Chapitre 12. L'épistémocratie, un rêve. Il nous manque le cran de dire « je ne sais pas ». Cela ne signifie pas nécessairement que l'on manque de confiance en nous, simplement que l'on tient ses propres connaissances pour suspectes.
L'auteur appellerait épistémocrate cette personne, et épistémocratie la province dans laquelle les lois sont élaborées par des gens qui ont à l'esprit ce genre de faillibilité humaine. Une épistémocratie serait une société dont le gouvernement serait fondé sur une conscience de l'ignorance, non de la connaissance. Un sous-chapitre prévision, prévision erronée et bonheur. L'erreur de prévision fonctionne de la manière suivante. On est sur le point d'acquérir une nouvelle voiture, on pense qu'elle va transformer notre vie, améliorer notre statut social, transformer en promenade de santé le trajet que l'on effectue le matin jusqu'à notre lieu de travail, mais on oublie cependant que la dernière fois qu'on a acheté une voiture, on avait les mêmes attentes, et donc on s'apprête à commettre une erreur de prévision que l'on a pourtant déjà faite. Et pourtant, il nous en coûterait si peu de pratiquer l'introspection. Des chercheurs ont étudié ce genre de prévision erronée au regard d'événements tant agréables que désagréables, et pour les événements désagréables, nous surestimons grossièrement la durée de l'effet de la malchance sur notre vie. Chapitre 13. Que faire si l'on ne peut pas prévoir? Il est impossible d'apprendre aux gens à suspendre leur jugement. Les jugements font partie intégrante de la manière dont nous voyons les objets. Accepter que le fait d'être humain implique une certaine dose d'arrogance épistémique dans la façon de gérer sa vie, et n'en ayez pas honte. Sachons classer nos croyances non en fonction de leur plausibilité, mais du tort qu'elles pourraient nous faire. Voilà un bon conseil. Voici quelques trucs. Premièrement, faites la différence entre contingence positive et contingence négative. Petite définition, la contingence caractérise ce qui peut être ou ne pas être, ou être autrement qu'il n'est. Deuxièmement, ne recherchez pas le précis et le local. Simplement, ayez l'esprit ouvert. On ne se met pas chaque matin à rechercher quelque chose de particulier, mais on travaille dur pour laisser le contingent pénétrer dans sa vie professionnelle. Troisièmement, saisissez n'importe quelle occasion. Quatrièmement, méfiez-vous des plans précis annoncés par les gouvernements. Il nous dit, laissez-les prévoir, mais n'accordez pas trop d'importance à ce qu'ils disent. Et enfin, il y a certaines personnes, si elles ne savent pas déjà, on ne peut pas leur apprendre. Sachant ça, on peut éviter parfois de se fatiguer. En résumé de cette deuxième partie, nous pouvons facilement dégager 3 raisons essentielles pour lesquelles nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Premièrement, l'arrogance épistémique et notre cécité afférente par rapport au futur. Deuxièmement, la notion platonique de catégorie, ou comment les gens sont dupés par des réductions. Et enfin, les outils de déduction défectueux, surtout ceux du médiocristan, ceux qui ne prennent pas en compte les signes noirs. Troisième partie, ces signes gris de l'extrémistan. Il insiste pour dire que l'extrémistan étant appelé à rester, il nous faut vivre avec et trouver des subterfuges susceptibles de le rendre plus acceptable. Dans le chapitre 15, il va nous détruire un peu plus cette courbe en cloche, cette grande escroquerie intellectuelle. L'auteur nous dit que les hypothèses l'intéressent plus que les théories. Il préfère avoir grosso modo raison que tort avec précision. Il nous dit qu'une théorie est pareille à un médicament ou au gouvernement, souvent inutile, parfois nécessaire, toujours intéressée et de temps à autre mortelle. Elle doit être employée avec précaution, modération et sous étroite surveillance. Et le tableau suivant va résumer 2 manières d'appréhender le hasard, en nous disant que la distinction opérée dans ce tableau peut être généralisée à toutes les disciplines. Et une des phrases qui me parle le plus, c'est « cherche à avoir approximativement raison parmi un large éventail d'éventualités », beaucoup plus que « cherche à avoir parfaitement raison au sein d'un modèle étroit soumis à des hypothèses précises ». Mais ça, ce n'est que mon avis. Chapitre 18, l'incertitude du charlatan. Ce chapitre traite essentiellement d'une conséquence majeure de l'erreur ludique, ou dit autrement, comment ceux qui ont pour tâche de nous faire prendre conscience de l'incertitude nous font faux bons et nous font croire subrepticement à des certitudes bidons. Mais j'ai quantité de moyens d'éviter d'être le dindon de la farce. L'antidote contre les signes noirs consiste précisément à avoir une pensée non marchandisée. Mais outre le fait d'éviter d'être le dindon de la farce, cette attitude se prête à un protocole sur la manière d'agir, non pas de penser, mais de convertir ses connaissances en actions, et d'arriver à se faire une idée des connaissances qui en valent la peine. Et nous voici à la 4e partie, la fin, avec le chapitre 19, comment rendre l'appareil au signe noir. Nous voici à notre histoire du train, et une petite phrase à méditer, en finale, quand rater le train n'est pénible que lorsque l'on court après. Et il nous dit aussi qu'il est plus difficile de perdre un jeu dont on a nous-mêmes fixé les règles. Le conseil est de contrôler toujours ce que l'on fait, et on peut même en faire notre règle. Et voici ces mots de fin. Il dit qu'il est parfois stupéfait de voir des gens se gâcher leur journée, se mettre en colère
parce qu'ils se sentent floués par un bruit environnant, d'un mauvais repas, d'une tasse de café froid, d'une vexation sociale ou de l'accueil impoli qu'on leur a réservé. Souvenons-nous de la difficulté de voir les chances réelles que les événements qui font notre propre vie ont de se produire. Nous sommes prompts à oublier que le seul fait d'être en vie est une chance extraordinaire, un événement qui avait extrêmement peu de chances d'arriver, une occurrence fortuite absolument inouïe. N'oublions pas que nous sommes un signe noir. Puis sur quelques pages, il nous fait un glossaire qui peut être bien pratique pour s'y retrouver sur tous ces termes qui parfois nous échappent un peu, puis nous gratifie de notes sur 32 pages. Dans ces notes, on aura à la fois des références à d'autres ouvrages ou des précisions sur son avis sur certains sujets. Puis nous avons une bibliographie sur 50 pages, inutile de dire qu'il y a des centaines et des centaines de références, et un index sur 10 pages pour pouvoir aborder sujet par sujet et s'y retrouver dans le livre. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Ce livre est écrit dans un style très ludique. Ce livre reste assez complexe, surtout au temps où l'on zappe après 10 secondes passées sur un écran, mais justement, ce peut être l'occasion d'ouverture d'esprit. Et il reste quand même facile à lire car composé de petits sous-chapitres. On y est invité à remettre en question tout ce qu'on considère comme des évidences. À noter que ceux qui me connaissent m'entendent dire depuis longtemps « Tu sais ce qui ne change jamais, c'est que tout change tout le temps ». Donc j'étais déjà dans cette philosophie et ce livre m'a apporté pas mal de compléments. Mais c'est vrai que les principes abordés dans ce livre sont perturbants, car ils nous poussent à réfléchir autrement. Mais ils pourraient être très utiles pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, pour permettre à la fois de se poser aussi, de ne pas se sentir toujours obligé d'avoir un avis sur tant de choses qui se déroulent autour de nous. Et il le dit lui-même, et je renforce cette idée, toutes ces démarches permettent globalement d'améliorer notre santé globale en étant plus serein et en nous permettant aussi d'améliorer encore plus notre souveraineté. Savoir admettre que nous ne savons pas, voilà un beau challenge. Et on se rappelle que cela ne signifie pas nécessairement que l'on manque de confiance en nous. J'adore cette phrase, avoir grosso modo raison, plutôt que tort avec précision. Alors voilà, les signes noirs, ces événements improbables aux grandes conséquences, ok, on ne peut pas les anticiper, mais bien sûr, on peut se préparer à l'idée générale qu'ils existent. Et on a pu voir qu'il en découle une manière d'agir, une manière de convertir nos connaissances en actions, et d'arriver à se faire une idée des connaissances qui en valent la peine. On est vraiment à une ère d'accumulation de connaissances avec toutes ces sources d'informations, et pour la plupart d'entre nous, ce qui nous manque, c'est de mettre les choses en action. Et comme il dit, de limiter les sources d'approvisionnement des connaissances. On en a bien assez comme ça. Et en conclusion, je dirais, invitons la variabilité dans notre vie puisque c'est la base de la vie. Voilà, vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la supporter ou accéder à une version longue de ce livre. Voilà pour le résumé de ce livre.